essayer de vous faire quelques expériences avec le matériel ancien existant dans les sous-sols de l'université. Alors c'est de l'optique. Les gens qui ont déjà fait des TP d'optique savent qu'habituellement on fait ça sur des bancs avec des micromètres, c'est bien aligné, c'est bien ajusté. Moi je fais tout ça en vol là. Donc ça marche pas toujours du premier coup. Ça, vous avez tous déjà vu ça, tout le monde a toujours vu ça depuis la nuit des temps. Là, ça c'est vu de ma fenêtre chez moi, donc tout le monde connaît ça. C'est pas pour autant qu'on a étudié la lumière, mais on va essayer de voir comment on peut étudier justement ces choses-là. Alors pour faire une étude expérimentale, parce que moi je ne vais pas du tout me lancer dans la nature de la lumière, tous les débats historiques qu'il y a eu sur la nature de la lumière, c'est pas notre sujet, là on va juste regarder de l'expérimental. Alors pour faire une étude expérimentale, il faut avoir évidemment des sources de lumière, il faut avoir un ou des appareils, et il faut éventuellement modifier le milieu entre la source et l'appareil. Mais il faut bien penser que pendant très longtemps, la source de lumière, c'était le soleil, et rien d'autre. Et si vous regardez les textes de Newton, Newton dit clairement qu'il a fait un trou dans les volets de sa pièce pour laisser passer juste le soleil, le faisceau de soleil dont il avait besoin. Plus tard, il y a quelqu'un qui a inventé ce qu'on appelle un porte-lumière. Alors les porte-lumière, je vais vous en montrer un peu plus après. Après, il y a eu des lampes à arc. Les lampes à arc, c'est des installations avec des arcs électriques qui claquent entre deux charbons. Puis ensuite, il y a eu des tas de lampes, des lasers, enfin bon, tout le reste, vous connaissez. Le porte-lumière, ça a été inventé en 1850. Vous voyez, ce sont tout simplement des miroirs orientables et que l'on peut faire tourner comme ça assez rapidement pour orienter le faisceau vers l'expérience qu'on veut faire. Vous pouvez voir ici comment c'était utilisé. Vous voyez, c'est mis à la fenêtre, toujours pareil, le soleil qu'on va chercher à l'extérieur de la pièce, et puis on peut orienter pour suivre le soleil ou pour diriger sur l'expérience. Donc ça, c'était encore au milieu du 19e siècle. Bon, sachant qu'on a de la lumière, maintenant l'appareil. L'appareil de base pour étudier les spectres, ça va être le prisme. Les prismes, c'est bien un appareil de physique, puisque c'est un appareil dont on va pouvoir savoir bien exactement les caractéristiques, puis éventuellement modifier ces caractéristiques. On peut avoir plusieurs angles, on peut avoir plusieurs matériaux pour les prismes. Des prismes, ici, on en a plusieurs. Vous voyez, ce sont des prismes en quartz, c'est du quartz naturel, taillé, avec éventuellement des angles différents, ici et ici, sur des supports, et éventuellement même plusieurs prismes superposés. Donc, j'ai un peu triché, je l'ai placé à la bonne place tout à l'heure, pour le premier coup. Donc, vous voyez, le prisme, la lumière qui tombe sur le prisme, et le faisceau qui est dévié du côté de la base du prisme, avec le bleu ici, le rouge ici, et si je repasse de l'autre côté quand même, pour le faire tourner, pour que vous puissiez voir, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle le minimum de déviation. Quand je le fais tourner, on a ce qui est représenté sur la courbe qui est là. Pour un angle, quand l'angle d'incidence varie, on a le faisceau qui évolue comme ça. En tout cas, on a facilement un spectre qu'on peut étudier. Donc ça, c'est vraiment ce qu'a fait Newton. Et Newton, ce qu'il a fait, c'est qu'après, il a repris ça avec une lentille, pour constater que quand on refocalisait le tout, on pouvait avoir de nouveau du blanc. Alors ça, j'y arrive un petit peu si je prends cette grosse lentille. Je la remets devant, là, vous allez voir que ce qu'on retrouve, c'est plus ou moins blanchâtre. Donc c'est pas joli parce que c'est pas adapté du tout, mais on voit bien que dès qu'on renvoie toutes les lumières au même point, on a quelque chose qui redevient blanchâtre. Alors ce prisme, on va pouvoir changer l'angle, donc changer le matériau aussi. Et changer le matériau, on peut même imaginer d'avoir plusieurs matériaux sur le même support. Là, on a 4 types de quartz différents. Suivant la densité, enfin l'indice optique du quartz, on a des choses qui sont plus ou moins déviées et plus ou moins étalées. On voit que suivant la nature du quartz, on a des déviations différentes. Donc il y a des gens qui ont pensé à exploiter ceci pour faire ce qu'on appelle un prisme à vision directe, qui est ici, qui utilise le fait que suivant l'indice du matériau, on a des déviations différentes. Et grâce à cette combinaison
de matériaux différents, le spectre n'est pas complètement dévié, il est ramené dans l'axe, ce qui est quand même bien plus pratique pour travailler, d'avoir quelque chose aligné. Et vous voyez que c'est simplement un jeu de prismes à coller. Alors avec des dispositifs comme ça, on peut même se débrouiller pour que le faisceau revienne de l'endroit où on l'a fait partir. Enfin, on peut jouer comme ça sur les directions du faisceau et c'est beaucoup plus facile pour travailler. Alors c'est ce qu'on va faire, nous, pour explorer un petit peu ce qui se passe quand on met des produits sur le trajet de la lumière. Alors moi, je vous ai sorti deux produits qui sont la fluorescéine et puis du permanganate de potassium. La fluorescéine, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, on peut faire passer, c'est une poudre rouge en fait, cristallisée rouge. Quand vous la mettez dans l'eau, en petite quantité, ben vous obtenez ce liquide là, fluorescent, que vous avez tous déjà vu sans doute, et qui fluoresce. On va voir comment. Le permanganate, au contraire, c'est un solide noirâtre. J'en ai pas sous la main, là j'ai que de la solution, et la solution c'est une solution très violette, très foncée. Quand on la dilue, elle est un peu plus rose. Voilà. Donc vous avez tous déjà vu cette couleur, c'est ce qui sert pour désinfecter dans les l'huile par exemple, des produits comme ça, c'est du permanganate de potassium. Pour désinfecter l'eau aussi, c'est utilisé. Alors si je mets mes cuves avec les produits sur le trajet de la lumière, ben vous allez voir qu'est-ce qui disparaît du spectre. Là. Donc le spectre, vous avez le bleu, là, moi je pense que vous le voyez suffisamment. Je mets la fluorescéine devant, et vous voyez qu'il y a quasiment plus de bleu. Vous voyez, le bleu qui était là a pratiquement été complètement absorbé par la fluorescéine. Si au contraire je mets le permanganate, là vous devez constater que c'est le jaune et le vert qui disparaissent. Alors c'est moins complètement absorbé, mais quand même je pense que c'est assez net de voir la différence. Alors la fluorescéine, en fait, c'est quelque chose qui réagit au bleu et même à l'ultraviolet. Donc ces problèmes d'optique, donc après les gens ont inventé ce qu'on appelle des spectroscopes. Les spectroscopes, ce sont des appareils un peu plus sophistiqués. Alors on en a un joli là, et vous voyez celui-là il a 2 prismes. Il en existait même avec 5 ou 6 prismes, puisque la lumière va rentrer par là, traverser le premier prisme, on va obtenir un premier spectre. Avec le deuxième prisme, on va encore étaler le spectre et on va avoir comme ça des spectres de plus en plus étalés. C'est bien plus facile pour les étudier. Et là, vous voyez que ce spectroscope-là, il est en plus étudié d'une chambre photographique, hein, typiquement les chambres photographiques du 19e siècle. Donc on avait des plaques ici et on pouvait obtenir comme ça des spectres très bien enregistrés. On avait ici la possibilité, c'est une pièce qui manque, de projeter en même temps que le spectre une graduation, ce qui permettait de bien repérer les choses. Donc vous voyez là, il suffit de mettre la source et on a automatiquement quelque chose qui est bien en place. On n'a pas besoin d'ajuster. Quand la source est bien réglée, on a immédiatement le spectre que l'on retrouve là-bas. Et peut-être que vous voyez le circuit de la lumière là. Alors normalement, on met un cache de façon à pouvoir ensuite ne pas être perturbé par toutes les lumières parasites et pour prendre les photos. Et vous voyez qu'à l'époque, on mettait encore une bougie. La bougie, c'est pour éclairer la projection de la graduation, mais de l'autre côté, il n'y avait pas beaucoup mieux. Il devait y avoir un arc, quelque chose comme ça. Alors, ces problèmes de différentes longueurs d'onde, on va les retrouver dans des tas de phénomènes. Ce qu'on a constaté, c'est que suivant la longueur d'onde, donc en fait suivant la couleur, le trajet de la lumière était différent. Et ça va se retrouver dans des tas de phénomènes. Je vous ai cité la réfraction, les interférences, la diffusion, presque tous les phénomènes optiques. Alors j'ai essayé de vous montrer ça sur 2 phénomènes particuliers. La réfraction. La réfraction dans les objets qui servent en faire de l'optique. Alors ici, on a une grosse lentille. Vous voyez, elle est très très grosse. Si vous regardez ce qui sort de la lentille, vous avez quelque chose qui est un cercle rouge au bord. Si vous allez plus loin, vous avez un cercle qui est bleu. Vous voyez, là le bord du cercle est bleu. Ici, c'est à peu près tout blanc. Et ici, au contraire, on a un bord de cercle qui est rouge. Parce que, comme c'est indiqué là-bas, les rayons rouges et les rayons bleus ne sont pas déviés de la même façon.
Donc on a une lentille qui n'est pas achromatique. Si vous ne vous mettez pas tout à fait où il faut, vous allez avoir des problèmes de coloration sur vos images parce que la lentille n'est pas achromatique. Alors en plus elle est très grande celle-là, ce qui n'arrange pas les choses. Et celles qui sont achromatiques, c'est-à-dire des lentilles comme celle-ci, en fait, même si ça ne se voit pas, sont faites de plusieurs pièces accolées de façon, toujours pareil, comme avec les prismes, à corriger de façon à ce que tous les rayons passent au même endroit quand on fait l'image et qu'on utilise la lentille. Autre phénomène, c'est ce qu'on appelle les anneaux de Newton. Alors là, c'est pareil, on a dans la collection l'appareil correspondant, celui qui est à gauche, là, qui s'appelle appareil de Hooke, sur lequel, vous voyez, il y a des petits anneaux. Alors, en fait, cet appareil, c'est une lame de verre et puis par-dessus une pièce, une calotte sphérique, et on va pouvoir faire varier l'épaisseur de la couche d'air entre les deux. Et on va obtenir, du coup, des rayons qui vont se réfracter et qui vont interférer, et du coup, des anneaux. Vous les voyez, les anneaux sur l'écran, là? J'éclaire le dispositif, et par réflexion, je reprojette les anneaux. Si je fais varier, alors il faut que je réussisse à faire varier l'épaisseur sans bouger trop le dispositif, là. Si je tourne ces petites vis, là, je fais varier l'épaisseur et je vais faire varier la taille des anneaux. Et éventuellement leur couleur, pour pouvoir, parce que, du coup, l'épaisseur de la lame d'air va changer. Donc ces phénomènes, on les retrouve dans beaucoup de dispositifs que vous avez tous déjà vus, parce que vous avez tous déjà vu des bulles de savon, des taches d'huile, vous avez tous déjà vu des taches d'huile sur le sol avec comme ça ces colorations diverses qui sont liées aussi à l'épaisseur des films et du coup à des interférences. C'est un papier peint qui est recouvert d'un film plastique et suivant la façon dont vous l'éclairez, vous avez des couleurs diverses. Alors tout ça, c'est phénomène type interférence. On va regarder aussi ce qui se passe quand on fait de la diffusion. Alors la diffusion, l'expérience qu'on va faire, c'est quelque chose de classique qui s'appelle le coucher de soleil du chimiste, souvent, enfin pour les physiciens, c'est le coucher de soleil du chimiste, et qui consiste à reproduire un peu ce qui se passe quand le soleil se couche. Donc là, j'ai une cuve avec de l'eau, tout simplement. Dedans, je vais mettre du thiosulfate de sodium. C'est une poudre blanche. La dose, normalement, c'est 2 cuillères que je vais dissoudre dans l'eau. Et je vais rajouter un petit peu d'acide chlorhydrique. Et il va se former du soufre. Des particules de soufre solides très très fines qui vont se comporter comme les poussières dans l'air atmosphérique. Donc pour le moment, j'ai simplement le thiosulfate qui se dissout dans l'eau. Il est cristallisé assez gros, donc il ne se dissout pas trop vite. Et je vais rajouter de l'acide chlorhydrique. Puis alors, comme on est à la bibliothèque, on fait bien les choses. J'ai même sorti mes lunettes de sécurité. Pour faire très sérieux. J'ai pas sorti ma blouse parce qu'elle était trop sale. Vous voyez que c'est quand même assez artisanal. Et peu à peu, la réaction, qui est assez lente, va se déclencher. Le soufre va se former et vous allez voir l'évolution de la coloration sur l'écran. Donc il faut attendre 2-3 minutes habituellement pour que ça dépend aussi de la température de l'eau, c'est un petit peu variable. Je la fais avec la lampe à incandescence là et vous allez voir qu'on va avoir effectivement beaucoup de rouge ici. Si à la place de la lampe à incandescente, je mets cette espèce de petite torche là avec une LED, vous constaterez que c'est pas du tout la même chose. Et que là-dedans, dans cette lumière qui est blanche aussi, il y a beaucoup moins de rouge que dans la lumière solaire. Donc c'est typiquement ce qui se passe quand le soleil se couche, que les rayons du soleil traversent beaucoup d'atmosphère, et du coup les particules de poussière et autres font que la lumière bleue est diffusée alors que la rouge passe pas. Donc là ça va évoluer, quand ça aura un petit peu évolué, je vous montrerai la différence avec les LED. Si je mets la torche, vous voyez que c'est moins rouge. Vous voyez, c'est beaucoup plus jaune, c'est beaucoup moins rouge. Parce qu'en fait, cette lumière blanche-là, je ne pouvais pas vous la montrer avec le spectroscope parce que là, c'est pas assez intense, mais bien que ça soit blanc, ça contient beaucoup moins de rouge, c'est pas réparti de la même façon. Pour ceux qui veulent connaître la réaction chimique, elle est ici. Alors, dernière chose que je vais vous montrer, c'est vraiment l'évolution de la spectroscopie. Là, on est resté sur de la spectroscopie basique, si on peut dire. C'est
suite aux travaux de ces deux personnages-là, Bunsen, celui qui a inventé aussi le bec Bunsen, hein, qu'on utilise en chimie, et Kirchhoff, qui ont étudié systématiquement avec des spectroscopes de ce type-là les vapeurs émises par des gaz et qui ont constaté que, contrairement au spectre solaire qui est un spectre continu, il existe ce qu'on appelle des spectres de raies. Alors je vais vous en montrer un. Donc là j'ai une lampe à vapeur de mercure. On doit voir une raie jaune, une raie verte et une raie bleue. Des raies, et vous voyez bien qu'entre les raies, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un spectre de raies. Et ces spectres de raies sont caractéristiques d'un atome. Donc ici, c'est l'atome de mercure. Chaque atome a comme ça ses raies caractéristiques, et c'était pour ça qu'on faisait des grands spectroscopes comme ça, qu'on enregistrait les plaques pour bien pouvoir étudier la distance entre deux raies, la place des différentes raies. Et j'ai ici une plaque toujours récupérée dans les collections. Vous avez ici un spectre de vapeur de fer. Les vapeurs de fer, il y a beaucoup de raies. Et puis en dessous, ça doit être aussi le mercure. Ça servait de comparaison de plaques étalons, vous voyez, enregistrées alors sur une plaque un peu plus récente que ce dispositif-là, puisque c'est une plaque photo. Vous voyez, il y a beaucoup de raies. Plus l'atome est gros, plus l'atome est complexe, plus il y a de niveau d'énergie, plus ça va donner de raies. Et c'est pour ça que je vous ai mis en dessous le sodium, qui a simplement un doublé. J'aurais voulu vous mettre ici une flamme au sodium, mais c'était pas assez lumineux. Avoir une flamme au sodium, c'est très facile. Vous mettez du gros sel dans même simplement n'importe quelle flamme, et vous avez quelque chose qui est orange, comme sous les souterrains là. Mais c'était pas assez lumineux pour voir quelque chose là-bas au bout. Mais c'est un atome relativement simple. Début de la classification, il y a peu d'états, donc on a essentiellement ces deux raies oranges. En fait, c'est une raie double, hein, très violente. Plus l'atome est complexe, plus il y a de raies. Mais les raies sont caractéristiques des atomes. Donc quand on les a bien toutes repérées, on sait bien où elles sont. On peut inversement, dans un mélange gazeux, identifier les atomes. Et c'est ce que font les astronomes, alors pas tout à fait directement parce que c'est réabsorbé par l'atmosphère. Donc eux, ils ne voient pas des raies, ils voient au contraire des absences de raies. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est quand même les positions des raies, les différentes raies qui permettent aux astronomes de dire, ben voilà, dans le Soleil, il y a tel et tel atome qui est présent. Parce qu'on a étudié comme ça tous les spectres de raies. Alors que le spectre solaire, lui, est un spectre à peu près continu. En fait, quand on regarde un vrai spectre solaire, on voit qu'il y a des endroits où il y a des petites bandes noires, c'est-à-dire il manque des petites choses. Ça, c'est un spectre de lampe à incandescence ou quelconque. Voilà, merci de votre attention.